Une indemnité de 12 000 francs par an, le recrutement de 4 500 sous-officiers supplémentaires et 50 000 gilets pare-balles. Voici en substance ce qu'ont obtenu les gendarmes après ce face-à-face à l'école militaire entre leurs représentants et le ministre de la Défense. Avec nous sur ce plateau pour commenter cet accord, l'adjudant Georges Cochet qui participait aux négociations. En Afghanistan, de violents bombardements sur la région de Tora Bora où pourrait se trouver encore Ben Laden et ses combattants. La traque se poursuit alors que des informations contradictoires ont un moment laissé penser que le Mollah Omar était capturé. La France entière se mobilise, la 15e édition du Téléthon, depuis plus de 24 heures maintenant en direct sur France 2, un mot d'ordre accélérant pour aider la recherche chez les enfants atteints. À 15 jours de Noël, les magasins de jouets font le plein. 8 parades des cadeaux favoris. Toute la série des Harry Potter, c'est les enfants qui choisissent, délaissant ce qu'ils ont follement aimé hier. Madame, Monsieur, bonsoir. Il aura donc fallu près de 8 heures de discussion pour qu'intervienne en fin de journée un accord entre le ministre de la Défense et les représentants de gendarmes. L'attente était immense, les revendications clairement exposées. Alain Richard avait annoncé qu'il prendrait son temps. Au terme de ce face-à-face à l'école militaire, les gendarmes semblent avoir obtenu satisfaction. Loïc Delamornay, Régis Maté. Au total, l'amélioration indemnitaire réalisée entre aujourd'hui et la fin janvier 2003 sera d'au moins 12 000 francs par an. 12 000 francs par an. Lapsus révélateur, ou peut-être est-ce l'inconscient généreux du ministre qui a parlé. En accordant un véritable 13e mois aux gendarmes, Alain Richard a satisfait leurs premières revendications. En tout cas, on s'est bien entendu. Et tout le monde était soulagé que nous ayons trouvé un accord pour permettre que chaque gendarme puisse se consacrer à son service avec une motivation renforcée en repartant du bon pied. Soulagement donc chez les représentants des gendarmes. Bref, des deux côtés, c'est l'espoir retrouvé dans la mission du service public. Nous repartons confiants dans l'avenir. Je le dis vraiment et je le pense, car nous avions beaucoup de choses à nous dire. C'était pendant 48 heures un échange important. Comme je l'ai dit ce matin au ministre, c'était un rituel de réconciliation. La journée n'était pourtant pas gagnée. Dès 9 h ce matin, les 216 représentants des gendarmes étaient arrivés, l'uniforme grave. Ce n'est que 10 heures plus tard que les négociations ont pris fin. Le service de communication du ministère de la Défense a été fier de révéler qu'à l'issue du conseil d'aujourd'hui, les représentants des gendarmes ont réservé une standing ovation au ministre. Reste à savoir comment les autres militaires, ceux de la marine ou de l'armée de terre, accueilleront ces décisions très favorables à leurs collègues gendarmes. Voyons maintenant dans le détail les améliorations financières et matérielles qui ont été décidées. Les gendarmes demandaient des conditions de travail leur permettant d'assurer en toute sécurité leur mission. Leurs revendications étaient chiffrées. Le détail de cet accord avec Julie Benzeni. Une telle mobilisation chez des gendarmes qui sont des militaires, du jamais vu. En quelques jours, 24 000 gendarmes se sont rassemblés dans plusieurs villes de France. Ils réclamaient au moins 1 000 francs nets par mois. Ils les ont obtenus. De l'argent, mais aussi du matériel et des voitures en état de marche. Alain Richard promet de réformer tous les véhicules de plus de 8 ans ou de plus de 150 000 km. Ces ordinateurs, la plupart des gendarmes les ont achetés avec leur propre argent. Le ministre de la Défense annonce un ordinateur pour 2 d'ici la fin de l'année prochaine. Des ordinateurs et des gilets pare-balles dignes de ce nom. 50 000 gilets de nouvelle génération d'ici 6 mois. Autre mesure, la rénovation des logements de fonction les plus vétustes. Restait le problème des effectifs. Les gendarmes en voulaient 10 000 sur 5 ans, ils en ont obtenu 6 000. Le ministre de la Défense annonce un accord. Reste à faire redescendre l'information dans les brigades et à convaincre la base. Avec nous sur ce plateau donc Georges Cochet, bonsoir. Merci d'être notre invité et d'essayer de répondre le plus concrètement à nos questions. Vous avez donc participé toute cette journée à l'école militaire à cette réunion. Alors est-ce qu'il faut dire discussion, négociation, revendication, au fond tout ça a un petit parfum syndical? Discussion si vous permettez. Ça c'est parce que c'est le militaire qui parle, mais la réalité a ressemblé à quoi? Un face-à-face, à un combat? Non, ce n'était pied à pied? Ce n'était surtout pas un combat.
C'était une discussion avec notre ministre de tutelle et notre directeur général, et ça s'est passé dans de très très bonnes conditions. Alors vous dites bonnes conditions parce qu'au fond vous êtes satisfait ce soir? Tout à fait. On peut toujours en demander plus, et les avancées sont certaines. Alors, est-ce que vous dites les avancées sont certaines, ça veut dire que le conflit est terminé, ou est-ce que vous avez besoin d'en référer à votre base pour dire oui, en effet, la semaine prochaine, le conflit sera terminé? Est-ce qu'il y a encore des points d'interrogation? Vous comprenez que je ne peux pas préjuger de ce qui risque de se passer dans les jours à venir. C'est évident, il y a le week-end. On verra lundi, puisque les commissions de participation au niveau national sont réunies. Et donc nous allons référer à notre base, à nos camarades de la base, des avancées que nous avons eues. Donc là, vous entendez bien vos propos. On a quand même l'impression que c'est un conflit syndical. Camarade de la base, ça ressemble un peu à ça. On comprend, mais au fond... Camarade est un terme tout à fait militaire. Oui. Tout à fait. Bon. Est-ce que ce soir, quand vous êtes arrivé ce matin, vous étiez porteur d'un certain nombre d'espoirs, d'attentes. Vous avez l'impression d'avoir obtenu une sorte de charité nécessaire, compensatoire, ou est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de pouvoir faire votre travail dans les conditions les meilleures? Écoutez, en fonction des mesures qui ont été annoncées, je pense que nous allons pouvoir travailler dans de meilleures conditions, et ce n'est certainement pas une aumône que nous avons obtenue parce que nous ne l'aurions pas acceptée. Qu'est-ce qu'il reste à obtenir encore? Maintenant, il faut discuter, continuer les discussions. Comme on dit, la porte n'est pas fermée. Mais plus de mobilisation, plus de manifestations? Okay, je crois que ce n'est pas tout à fait normal de voir des gendarmes dans la rue de tout grade. Mais c'est pas tellement normal d'accueillir un gendarme sur un plateau de télévision. D'ailleurs, je vous en remercie de discuter avec nous. En effet, parce qu'il y a eu cette pression de la rue. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette pression de la rue, vous n'auriez pas obtenu ce soir ce que vous avez obtenu? La pression de la rue, nous l'avons eue également par les Français qui nous ont soutenus. C'est ça qui est important. Et je crois que ça a été déterminant. Vous avez feu de tout bois? Vous avez sentiment? Vous avez su utiliser peut-être les médias, cette attente des Français qui vous ont soutenu, oui, pour finalement obtenir gain de cause? Tout à fait, c'est très important. Nous avions vraiment le soutien des Français. Donc vous ne regrettez rien? Non, on ne regrette absolument rien. Et il n'y aura pas de sanctions pour tous ceux qui sont sortis de leur devoir de réserve? Ce n'est pas de mes attributions de répondre trop à cette question, mais non, nous avons des certitudes qu'il n'y aura absolument pas de sanctions, car je crois que le mouvement a été très digne et que nous avons surtout, et ça c'est très important que les Français le sachent, continué à faire notre travail. Et il y a eu, les unités sont restées tout le temps opérationnelles et mobilisées pour le bien du public. Merci, adjudant Cochet, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Mme Schoenberg. Et après plusieurs jours de manifestations, les gendarmes attendaient donc beaucoup de cette réunion à huis clos qui allait décider de leur avenir. Et comme dans bien des gendarmeries, la tension était palpable depuis ce matin, comme le montre ce reportage en Bretagne d'Olivier Sioux et Gabriel Camilla. Indemnité d'au moins 12 000 francs par an. Il y a quelques mois, la brigade de gendarmerie de Pont-l'Abbé n'aurait même pas pu prendre connaissance en temps réel de l'accord signé ce soir. Ici, il n'y avait tout simplement pas de fax. Alors en fin d'après-midi, on se presse autour du télécopieur flambant neuf pour examiner les avancées obtenues. 4500 de plus, 4500 sous-officiers de plus à ce qui apparemment était prévu déjà. Je pense que ça me paraît tout à fait correct. Maintenant, il faut voir exactement dans quelle période ça va se situer et si par la suite il y aura un plan qui va permettre de recruter à nouveau dans les années suivantes. Un manque d'effectifs qui se faisait ressentir même dans ce pays bigoudin plutôt tranquille, où la routine c'est souvent une banale voiture volée qu'on retrouve sur un parking. Le vol de voiture, il y en a beaucoup, et bon, quand on découvre une voiture volée, c'est déjà bien, parce que souvent on les trouve pas. Puis là, en l'occurrence, elle est en bon état, donc le propriétaire sera content. C'est votre quotidien d'une patrouille, ça ? Le quotidien d'une patrouille, ça fait partie du quotidien. La routine donc, mais pour 9 000 francs par mois, après 6 ans de carrière, et des horaires loin, très loin des 35 heures. Une semaine, vous pouvez aller jusqu'à 70, voire même 80 et même plus quoi, de travail, sachant que ça se reproduit au moins un week-end sur 2. Retour à la brigade, Séverine profite d'une pause entre deux patrouilles pour traiter quelques-unes des nombreuses procédures en retard. Sur son bureau, un superbe ordinateur, mais détail crucial. Celui-là, c'est le mien, je l'ai acheté avec mes deniers. Sur vos économies? Sur mes économies. Et vous trouvez ça normal? Ah non, pas du tout, pas normal, puisqu'on ne devrait pas avoir acheté de l'ordinateur perso pour travailler. Et c'est justement parce qu'ils ne trouvaient pas ça normal que les gendarmes sont entrés en dissidence. Ce soir, ils espèrent avoir obtenu gain de cause, sans en être encore vraiment sûrs.
Francis Holm, le tueur en série déjà 2 fois condamné à la perpétuité, était jugé pour le meurtre d'Annick Maurice en 86. Les jurés de la cour d'assises de la Moselle ont rendu leur verdict, 30 ans de réclusion, soit 10 ans de plus que les réquisitions de l'avocat général. En Afghanistan, les bombardements américains montent en intensité avec pour cible la région de Tora Bora. Autour du repère supposé de Ben Laden et de ses militants, la traque se poursuit. Pour l'instant sans résultat, les combattants d'Al-Qaïda ne semblent pas prêts à rendre les armes. Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Les paysans de Tora Bora continuent quand même les travaux des champs malgré les bombardiers américains qui survolent chaque jour la région. Objectif, pilonner les positions des quelques 2000 combattants arabes de l'organisation Al-Qaïda repliés dans les montagnes. Les forces anti-talibanes du commandant Zaman attendent que les bombes américaines aient nettoyé le terrain avant de partir occuper les positions des Arabes. Mais pour la première fois, ils ont dû reculer. Les combattants d'Al-Qaïda sont encore puissamment armés et ces moudjahidines afghans sont moins motivés. Ils disent qu'au fond, ces Arabes sont des musulmans comme eux et ils en ont peur. Ils ne veulent pas se rendre. Ils nous disent de ne pas venir et de laisser les Américains approcher pour qu'ils se battent avec eux. Tant qu'il leur restera une balle, ils ne se rendront pas. Les combattants d'Al-Qaïda répondent en fait aux mortiers pour empêcher la progression des moudjahidines. Le commandant Kitali, qui dirige l'opération, nous explique que les gens d'Al-Qaïda ont réoccupé un réseau de grottes qu'ils contrôlaient la veille et que Ben Laden est peut-être dans le coin. Les gens le disent, mais on n'est pas sûr. Il a été vu ici. Or, il n'a pas la possibilité de s'échapper. Les Afghans se plaisent à dire qu'il n'y a pas de coordination entre leurs forces et celles des Américains, que c'est d'abord leur guerre. Mais on peut en douter, car sans les bombardements américains et sans les directives des unités spéciales, ils ne parviendront jamais à prendre ces montagnes. À Mazar-e-Sharif, le premier contingent français rencontre sur le terrain certaines difficultés pour mener à bien sa mission de sécurisation. L'un des principaux écueils est l'atterrissage de nuit, manœuvre périlleuse même pour les pilotes les plus aguerris. Richard Dinet, Nathalie Gallet. Pour ce soir, compte tenu du vent, on va baliser donc la 25. Donc les balises... Ce colonel de l'armée de l'air a été héliporté il y a 2 jours sur l'aéroport de Mazar-e-Sharif pour guider les premiers Transal français. Un tiers de la piste seulement a été remise en état. L'atterrissage doit se faire dans le noir total sur 500 mètres. Dernière fusée éclairante pour s'assurer de l'état de la piste. Le premier Transal vient d'atterrir. Dès lors, il ne reste que 15 minutes aux soldats du 21e RIMA pour débarquer le matériel. Tout feu éteint, les moteurs de l'avion ne cessent de tourner. Sur les atterrissages comme ça, où on a des plafonds qui sont à 300 pieds, eh bien on découvre la piste très tard. Il faut espérer d'être axé directement et de pouvoir se poser comme une fleur dans un axe. C'est un bel atterrissage, dans des conditions météo qui étaient vraiment limites, parce qu'il doit y avoir 500 pieds de plafond, donc ça s'est très bien passé, c'est un grand moment. À partir de ce soir, les rotations vont se multiplier, toujours de nuit par mesure de sécurité. À terme, 250 soldats français se déploieront sur l'aéroport de Mazar-e-Sharif en attendant les premiers gros porteurs chargés d'aide humanitaire. À Kaboul maintenant, l'ONU organisait ce matin une vaste opération humanitaire. Il s'agit de la plus grande distribution de nourriture entreprise à ce jour dans la capitale afghane. Un geste de première nécessité à destination d'une population qui vit dans des conditions très précaires. Plusieurs milliers de personnes se sont massées autour des camions chargés de blé, ayant à la main l'étiquette de rationnement, leur donnant droit à un sac de blé de 50 kilos. Vous l'avez vu, les policiers débordés par l'afflux de ces familles les ont repoussés parfois très sévèrement. À Kaboul, la vie qui reprend progressivement avec notamment la préparation de programmes de variété qui sont en cours d'enregistrement à la télévision, comme le montre ce reportage de Jérôme Bonnier et Patrick Desmully. Et pleurer de rire. Il y a longtemps que ce n'était pas arrivé à Kaboul, c'était mal vu des talibans. Aujourd'hui, les Kaboulis se rattrapent lors de la première émission de variété de la télévision afghane.
Des jeux, des comiques et de la musique interdite jusqu'à la mi-novembre. Les grands musiciens ont fui au Pakistan. Ceux qui ont eu le courage de rester leur prennent la vedette. C'est leur premier concert. Je me sens libre, comme un oiseau qui sort de sa cage. Machinai a caché son rabat pendant 5 ans au fond de ce studio. Les talibans nous ont battus, ils ont cassé nos instruments, et puis ils nous ont chassés de la radio. Pour gagner sa vie, Machinai est devenu commis de boucherie. Je recommencerai à jouer quand ça sera un petit peu plus calme dans la tête de mes congénères. Hassan John, lui, a enterré ses instruments au fond de ce cagibi. La police religieuse est venue plusieurs fois, mais elle n'a rien trouvé. À défaut d'en vivre, ils ont retrouvé le plaisir de la musique, pendant que leurs petits voisins font voler des cerfs-volants, eux aussi interdits pendant 5 ans. Aux États-Unis, George Bush, accompagné de son épouse, a lancé très officiellement cette opération humanitaire à destination des enfants afghans. 1 enfant sur 3 est orphelin. Près de la moitié souffre de malnutrition. Des cadeaux par dizaines de milliers, comprenant des vêtements, des bonbons ou encore des jouets, font partie de ce premier chargement, démontrant, selon le chef de la Maison-Blanche, la bonne volonté des enfants de l'Amérique. Au plan politique maintenant, aux États-Unis, tout le monde s'accorde à dire que la riposte américaine a été particulièrement efficace. 2 mois tout juste après le début des opérations, le régime taliban n'existe plus. Une personnalité, véritable coqueluche des Américains, porte ce signe de la confiance retrouvée. Il s'agit de Donald Rumsfeld, le chef du Pentagone, célèbre déjà pour ses phrases à l'emporte-pièce, un homme charismatique qui ne s'embarrasse pas du protocole. Étienne Lénart. L'histoire raconte que le 11 septembre au matin, Donald Rumsfeld, que l'on voit ici aux côtés de George Bush, était dans son bureau du Pentagone, le ministère de la Défense, qu'il retroussa ses manches et aida à évacuer les blessés avant d'être évacué à son tour par sa garde rapprochée. Depuis 2 mois, Donald Rumsfeld est partout. Son sens de la formule et son parler vrai font merveille. Ben Laden, il le voudrait plutôt mort que vif, et il ne rate pas une occasion dans une salle de presse ou dans un avion de vanter avec toujours ce qu'il faut d'humour les mérites de ses troupes. Voilà l'effet Rumsfeld. Ces soldats en treillis beige sur des dunes, ce sont les forces spéciales américaines en Afghanistan. Là-bas, nos jeunes gars sont des types vraiment formidables. À 69 ans, c'est une révélation, car il y a quelques mois encore, personne ne voyait briller ce conservateur de toujours. Le conflit en Afghanistan aura révélé à l'Amérique, derrière les costumes éternellement sombres, un humour dévastateur et un talent de vulgarisation qui lui permettent par exemple de comparer la chasse aux terroristes avec les attractions des fêtes foraines de sa jeunesse. Vous savez, c'est comme ces jeux où on essaie d'attraper des lots et on n'y arrivait pas. Vous faites descendre des crochets, vous en attrapez un, vous l'avez presque et il vous échappe. Vous êtes certainement trop jeune pour voir de quoi je parle. Devenu la star des médias américains, jamais un ministre en tout cas n'aura fait autant rire en temps de crise des journalistes auxquels il s'attache pourtant scrupuleusement depuis 2 mois à donner le moins d'informations possible sur le conflit en cours. La fin du voyage de Jacques Chirac qui a quitté cet après-midi la Croatie après s'être rendu dans l'ex-Yougoslavie, soulignant sans ambiguïté la réconciliation entre la France et la Serbie. Gilles Rabine, Didier Rancoeur. Difficile de convaincre les Serbes qu'il y a 2 ans, les bombardements de l'OTAN visaient le régime de Milosevic et non pas le peuple de Belgrade. Dans la petite foule, autorisée à le regarder fleurir, le monument dédié à la France de la Première Guerre mondiale, sans le savoir, Jacques Chirac serre la main d'une femme qui lui demande de s'excuser pour les bombardements. Dans les Balkans, les malentendus ne sont jamais loin. Comment convaincre le président yougoslave Kostunica, qui s'est opposé jusqu'au bout à l'extradition de Milosevic, qu'en Serbie, trop de criminels de guerre sont encore en liberté?
Comment aider à surmonter ce que Jacques Chirac appelle les blessures sanglantes de la Yougoslavie? À tous ceux qui pensent que les plaies de la mémoire ne peuvent pas se cicatriser, je dis, regardez l'Allemagne et la France, regardez les Allemands et les Français, longtemps farouchement opposés et aujourd'hui si proches. Au nom de la France, je vous dis qu'il n'y a pas de fatalité à la haine. Il y a tout juste un an, Milosevic était encore au pouvoir et cette Yougoslavie auprès de qui Jacques Chirac avait redoublé le soutien de la France et de l'Europe était encore un État paria. C'était seulement il y a un an, un exemple qui peut servir de modèle ailleurs dans le monde, en Afghanistan par exemple. En cette période particulièrement troublée, regardons à Oslo les lauréats du prix Nobel de la paix qui se sont réunis pour marquer le centenaire de cette haute distinction. Une vingtaine d'entre eux, parmi lesquels l'archevêque Desmond Tutu ou encore l'ancien président polonais Lech Walesa. Ils demandent d'une même voix la libération d'Aung San Suu Kyi qui s'oppose depuis tant d'années à la dictature militaire en Birmanie. Un mot de politique française avec ce sondage Ipsos, le journal du dimanche, qui évalue l'intervention de Lionel Jospin sur France 2. Les Français n'ont pas été vraiment convaincus sur le bilan de sa politique économique et sociale. Seuls 30% des personnes interrogées se sont dites convaincues, 40% plutôt pas et 30% sans avis. Sur d'autres thèmes comme la sécurité, le pourcentage de personnes satisfaites chute à 24% contre 46% d'avis contraires, 30% n'ayant pas d'opinion. Et la France se mobilise tout entière. Le 15e Téléthon, qui se déroule en direct sur France 2 depuis plus de 24 heures, a permis déjà de récolter 200 millions de francs, soit 30 millions d'euros. Au total, 22 000 manifestations dans tout le pays. Les organisateurs espèrent bien sûr battre une nouvelle fois le record de solidarité avec un seul mot d'ordre, accélérons. Et quand on regarde ou on écoute le témoignage de ces enfants, on réalise encore mieux qu'il y ait urgence. Urgence à accélérer la recherche et à l'élargir à plus de maladies, des maladies rares, comme celle qui touche cette élève de 6e. Elle s'appelle Nawel, elle a 12 ans. J'ai des animaux, j'ai des lapins, des tortues et un chat. Je pratique de la danse et de la gym. En quoi consiste ta maladie? C'est-à-dire que je mange pas, j'ai pas faim, j'ai pas d'appétit, enfin, j'arrive pas à manger, quoi. Et qu'est-ce qui t'embête le plus dans ta maladie? De ne pas avoir une taille, de pas être grande et d'avoir ça dans le ventre. Ça, c'est quoi? Ben, cette sonde. Et cette sonde sert à quoi? Elle sert à m'alimenter la nuit. Et il y a des moments où c'était difficile? Ben, j'avais envie de mourir, j'en avais marre. Et maintenant? Ben, maintenant, ça va mieux, je me suis remontée un peu avec les copines qui m'aident beaucoup. Les enfants qui ont leur maladie, par exemple la mienne ou d'autres pas graves, qui sont sur leurs jambes, quoi, et ben qui se plaignent pas trop, quoi, parce c'est pas bien grave ce qu'on a, c'est plutôt ceux qui sont sur fauteuil roulant qui devraient se plaindre parce qu'ils peuvent pas faire pareil que les autres, ils peuvent pas courir, ils peuvent pas faire le sport qu'ils veulent, ils peuvent faire que des choses, parler ou ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ce que l'on appelle les médicaments génériques et qui remplacent avec les mêmes effets les médicaments de référence, ces produits ont bien du mal à s'imposer en France. Leur vente ne décolle pas, les patients semblent réticents, souvent peu enclins à changer leurs habitudes. Exemple à Strasbourg, Christophe Nédart, Sylvain Gauthier. À gauche, les médicaments de référence. À droite, les médicaments génériques, 30% moins chers. Dans cette pharmacie strasbourgeoise, ces produits sont systématiquement proposés aux clients. Les médicaments génériques. C'est exactement la même chose. C'est la même composition. Strictement identique. Pourtant, les médicaments génériques ont encore du mal à s'imposer. Selon une étude alsacienne, seul un client sur deux en achète spontanément. Je ne fais pas spécialement attention puisque je prends en général ce qu'on me prescrit, essentiellement. Et vous demandez jamais à avoir des médicaments génériques? Non, non. Non, ça n'a jamais été validé, figurez-vous. Réticents, les clients le sont surtout à partir d'un certain âge. Une méfiance qu'on constate aussi chez les généralistes. Il y a une réticence de certains médecins, il y a une réticence de certains patients d'accepter le médicament générique. Comme dit, c'est une nouvelle habitude et on ne change pas les habitudes des gens du jour au lendemain.
De l'autre côté du Rhin, en revanche, le médicament générique est devenu une référence. Les clients allemands ont bien compris l'intérêt de ces produits. C'est la même molécule et puis c'est moins cher. Chez nos voisins, les médicaments génériques représentent 40% des ventes des médicaments remboursables. En France, on dépasse à peine les 3%. Le passage à la monnaie unique, c'est déjà une réalité pour les petits commerçants qui, depuis le milieu de la semaine, ont reçu leur premier fonds de caisse en euros, bien sûr, une façon de se familiariser ou plutôt de s'entraîner à rendre la monnaie unique. Martin Gouès. En sortant de sa banque, le regard inquiet, Philippe Kowalczyk porte un paquet inhabituel. Philippe tient une mercerie à la Courneuve. Il est allé chercher son premier fonds de caisse en euros. Là, j'ai l'équivalent de 6 petits euros, soit 8260 francs. Et en rentrant à la boutique familiale, il faut de nouveau vérifier que le compte est bon. C'est-à-dire que toutes les pièces sont là. Il n'y a pas encore de billets dans la caisse, mais pour Philippe, ce n'est pas un problème. Le 1er janvier, quand je vais ouvrir, je vais commencer à rendre la monnaie en euros contre une valeur française sans rendre de billets. Et on s'arrange pour des petites sommes. Et pour rendre ces petites sommes sans se tromper, Philippe va profiter des 24 prochains jours pour s'habituer à la nouvelle monnaie. Arlette, sa mère, compte sur lui pour éviter les erreurs. En tant que ménagère, pour aller faire mes courses, faisant tellement confiance aux commerçants, là je n'ai absolument pas peur. Mais d'être vis-à-vis de la clientèle, c'est un autre regard, et là j'aurais vraiment peur de me tromper. J'ai dit que pendant les 2 mois, je ne rendrai pas la monnaie. Pourtant pionniers dans leur quartier, Philippe et sa mère auront dû attendre plus que prévu pour recevoir leur nouveau fonds de caisse. Comme de nombreux commerçants, ce n'est que quelques jours avant les particuliers qu'ils peuvent manier l'euro. À 15 jours de Noël, les magasins de jouets font le plein. La plupart du temps, ce sont les enfants qui choisissent. Voici leur hit parade, leur classement favori, ce qu'ils préfèrent ou ce qu'ils délaissent, les tops et les flops. Séverine Lebrun, Stéphane Despinois. Pas besoin d'être sorcier pour savoir que cela va marcher cette année. Harry Potter, il occupe à lui seul tout un rayon de ce magasin parisien. C'est la dernière coqueluche maintenant, tous les enfants veulent ça. Alors bon quand on fait ouais je veux ça, je veux ça, je veux ça, on se renseigne, même si on connaît pas, on veut savoir. Il y a des produits comme le jeu de lévitation d'Harry Potter, donc c'est un jeu de magie avec une boule qui se lève, donc ça les enfants adorent. Et sinon la potion magique, où on doit faire tout un tas de petits bonbons avec des formes gluantes, gélatineuses, ça ils adorent. Oubliez les Pokémon et autres Furbies, place aux animaux interactifs. Une somme de technologie selon les connaisseurs. Il reconnaît ta voix systématiquement au bout de 2 jours. Il a une intelligence artificielle, il a de la technologie d'émotion réelle. Côté filles, le top de l'année, ce sont les Divastars. 3 poupées qui ont de la conversation. La blonde parle plutôt de garçons, la brune de mode, et la rousse en rupture de stock est plus portée sur la nature. On tourne le bouton et elle va nous dire bonjour et son prénom. Elle va tout nous dire. Mais il y a encore de la place pour les jouets traditionnels. La pluche, c'est à peu près, on peut dire, 25% de nos ventes. Attention, plus que 3 semaines pour faire chanter les porte-monnaies. À l'occasion du salon nautique, nouvelle preuve de l'engouement des plaisanciers. On manque de place dans les ports français, au point qu'à Mandelieu, on a imaginé une solution plutôt inédite, un port à sec. Les bateaux sont stockés sur la terre ferme. Olivier Théron, Frédéric Cerulli. Sur un plateau, c'est le principe du port à sec de Mandelieu. Envie d'une promenade dans la Grande Bleue, un coup de fil, le bateau est sorti de son étagère et délicatement posé dans le Lille-la-Siagne, un fleuve côtier. Quelques minutes de navigation plus tard, ça y est, la mer est là et l'aventure maritime peut commencer. L'idée n'est pas française, mais avec 5 millions de francs de chiffre d'affaires par an, c'est un succès. L'idée des ports à sec, elle est américaine. Le projet ici a été copié sur les ports de Floride, où il y a énormément d'inland, qui s'appellent des inland. Et je crois que jusqu'à présent, le besoin ne s'était pas trop fait ressentir tant qu'il y avait de la place dans les ports traditionnels. Mais les ports de la Côte d'Azur sont saturés et il est difficile d'obtenir un anneau. Le port à sec est donc une solution.
2 autres avantages, la sécurité en cas de tempête en mer et l'entretien. Les bateaux ne sont pas en contact avec l'eau de mer tout le temps, il y a donc moins de corrosion. Une eau douce l'hiver et une eau un peu plus saumâtre l'été, donc votre moteur qui rentre le soir, vous avez à peu près 2 km de navigation en rivière. Ça vous nettoie, ça vous rince votre bateau, donc c'est ça aussi un avantage, moins d'agression saline au niveau des pièces et du moteur. Niveau prix, à 9 000 francs par an en moyenne, pour un bateau de moins de 9 mètres, la place de port à sec reste un peu moins chère qu'une place de port traditionnelle. Seul inconvénient, impossible de ranger un voilier sur ses étagères. Terrible série noire pour les skieurs. Après la mort à l'entraînement de Régine Cavagnou, c'est au tour du champion suisse Silvano Beltrametti d'être victime d'un grave accident. À Val d'Isère, après une chute spectaculaire, le skieur a été évacué d'urgence. Il restera paraplégique, vient-on d'apprendre. Christophe Duchéran. Le Suisse Silvano Beltrametti était l'un des skieurs en forme de ce début de saison. Pour preuve, au premier temps intermédiaire, il était le plus rapide, mais aux 2 tiers de la piste, lancé à près de 120 km/h, il perd l'équilibre et transperce littéralement le filet de protection avant de percuter un matelas qui protégeait un pylône en bord de piste. Derrière les bâches, Beltrametti est conscient, mais déjà il indique aux secouristes qu'il ne sent plus ses jambes. La course est interrompue, un hélicoptère arrive. Pour le reste, on a du mal à y croire. On se retrouve face à un chaos qu'on n'a jamais vu, quoi. On n'a jamais vu quelqu'un passer à travers un filet comme ça. Ces filets-là, ils sont testés et prouvés. Il y a une bâche dessus pour justement éviter que ça se produise. Et bon, là, il passe à travers. Après les premiers secours prodigués sur place, le SAMU évacue le skieur vers le CHU de Grenoble. Et c'est dans l'après-midi que l'on apprendra que Silvano Beltrametti est paralysé des membres inférieurs. Après le décès de Régine Cavagnou, encore une triste nouvelle pour le monde du ski. La veille, le skieur suisse avait terminé 3e du Super G. C'était une autre vie. À mi-chemin entre l'actualité et le divertissement, la sortie de la nouvelle bande dessinée de Spider-Man. Cette fois-ci, les aventures de l'homme araignée ont pour cadre le World Trade Center, sujet plutôt délicat, puisque ces dernières semaines, toute référence aux attentats de New York avait été écartée des films, des publicités et des scénarios à venir. Jean-Jacques Dufour. 3 mois après l'effondrement des Twin Towers, le dernier album des aventures de l'homme araignée s'ouvre sur 2 pages où le héros ne peut que constater son impuissance. Mon Dieu, dit-il, on n'a rien vu venir, on n'a rien pu faire. Vous savez, dans un monde où l'on peut faire s'écrouler des tours de plus de 110 étages, nous devons apporter une réponse à la question, mais quelle sorte de défi nos héros doivent-ils maintenant relever? Eh bien, pour l'homme araignée, ça sera d'aider les sauveteurs. Il a une force surhumaine, il peut soulever jusqu'à 10 tonnes. Superman est invulnérable, Spider-Man a une agilité qui lui permet de se sortir de toutes les situations. Mais face au désarroi de l'humanité, ils n'agissent qu'après coup, et ça, c'est surprenant. Composé de dessins très réalistes, très proches des images que nous avons vues à la télévision, le 36e tome des aventures de l'homme araignée est un hommage à des hommes qui n'avaient pas de pouvoir magique, les sauveteurs. Les enfants sont à la fête. Le Lido, le célèbre cabaret des Champs-Élysées, a décidé de leur ouvrir ses portes pour un spectacle qui leur est destiné, Le voleur de Noël. Sophie Jouve, Didier Dahan. Généralement, quand les enfants sont au lit, les parents sont au Lido. Mais cette année, pour les fêtes de Noël, le célèbre cabaret veut rajeunir son public. Lido oblige, les lutines du Père Noël ont de belles gambettes. Forcément, ce sont les mêmes qui les montreront ce soir à papa et maman. Si je n'avais qu'un seul souhait, ce serait qu'il n'y ait plus de Noël. Un show à l'américaine pour une histoire éternelle, celle des peurs de Noël. Et là aussi, derrière Barou Loup-Garou, un des meneurs de revue. C'est ça la polyvalence au Lido, mettre des étoiles dans les yeux de tous, grands et petits. Sauf qu'à cette heure-là, ce sont des clowns qui sortent du gâteau. Tout le monde au début a été extrêmement étonné que le Lido décide de faire un spectacle pour enfants et on a dû même être confronté à une certaine suspicion et puis finalement les gens ont décidé de jouer le jeu et c'est merveilleux de mettre toutes les infrastructures technologiques du Lido au service d'un spectacle pour enfants.
Un monstre, une course-poursuite, 2 enfants courageux, tous les ingrédients d'un vrai joyeux spectacle pour nos chers petits. Ils sauront sûrement retrouver le chemin du Lido quand ils auront grandi. Ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle le principal titre, une indemnité de 12 000 francs par an, le recrutement de 4 500 sous-officiers supplémentaires et 50 000 gilets pare-balles. Voici en substance ce qu'ont obtenu les gendarmes après ce face-à-face à l'école militaire entre leurs représentants et le ministre de la Défense. Dans un instant, la météo avec Valérie Alexandre, puis à 20h50, bien sûr, le Téléthon. Venez nombreux. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Michel Piccoli. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.